Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 13 mars 2021 pour le 227e rapport de situation sur le Donbass, un rapport de situation une fois encore axé principalement sur l'évolution de la situation militaire, puisque les bombardements contre les zones résidentielles de la RPD par l'armée ukrainienne se poursuivent, ainsi que ce qui ressemble quand même de plus en plus à la préparation d'une future offensive de l'Ukraine contre le Donbass. Je vais aussi revenir par la tangente sur l'affaire Navalny, puisque la France s'est encore une fois illustrée dans sa médiocrité politique. On va y revenir en détail. Sur le plan militaire, du 6 au 12 mars 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 27 reprises, donc on est à peu près à la même chose que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 182 munitions, donc on est à moins, dont 79 obus de mortier de 120 et 82 mm, c'est-à-dire à peu près la moitié de la semaine dernière. Il faut y rajouter les 8 violations du cessez-le-feu et les 33 munitions, dont 8 obus de mortier de 120 mm tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Je tiens à souligner qu'un certain nombre de ces tirs de mortier menés par l'armée ukrainienne le sont depuis des zones résidentielles. C'est-à-dire que les soldats ukrainiens utilisent les habitants du Donbass comme bouclier humain. Ouais, non, parce qu'ils savent qu'on ne tire pas si on voit que c'est dans une zone résidentielle, donc ils le font exprès. Je veux dire, ça rappelle d'autres méthodes de terroristes, entre autres en Syrie. Comme je le disais, ces tirs contre les zones résidentielles de la République se multiplient. Résultat, cette semaine, on a eu 10 habitations endommagées. 4 soldats de la RPD sont morts et 1 a été blessé. Les pertes hors combat de la semaine côté ukrainien sont de 2 morts et 6 blessés et on n'a pas encore les chiffres des pertes au combat de l'armée ukrainienne suite aux tirs de réponse de la milice populaire. Je précise bien, ce sont des tirs de réponse, c'est-à-dire qu'on ne fait que supprimer les points de tir depuis lesquels les bombardements sont menés par l'armée ukrainienne contre les zones résidentielles ou les positions de la RPD. Voilà, on n'attaque pas. Non. Au niveau violation des accords de Minsk, il n'y a pas que le cessez-le-feu, il y a aussi le déploiement des armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en déployer près de la ligne de front en violation des accords signés. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté cette semaine le déploiement de 67 pièces d'armement lourd, donc on a beaucoup moins que la semaine passée. Mais comme je le dis, c'est une liste à minima, c'est-à-dire ce qu'on a réussi à détecter. Dans la réalité, c'est sûrement beaucoup plus. Voilà. Alors pour cette semaine, on a dans le détail quand même 7 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, on a 2 mortiers automoteurs Nona S de 120 mm, on a 5 systèmes de défense antiaérien OSA, 17 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 2 systèmes de défense antiaérien Shilka, 17 chars d'assaut T-72, 5 chars d'assaut T-64, 11 véhicules de combat d'infanterie type BMP, et un véhicule de transport de troupes type MT-LB. Alors moi je suis assez effaré par la quantité de systèmes de défense anti-aérien. Ils s'attendent à l'intervention de l'aviation russe au cas où ils nous attaqueraient ou... Non, parce que je rappelle que nous on n'en a toujours pas d'aviation militaire, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir autant de systèmes de défense anti-aérien, sauf si effectivement ils comptent lancer une offensive ici et puis s'attendent à une réponse de l'aviation russe. Pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'OSCE jusqu'à provoquer le crash de l'un d'entre eux. Je vais y revenir en détail. Comme on peut le voir, l'armée ukrainienne continue de bombarder massivement les zones résidentielles, y compris les jours fériés comme le 8 mars, lors de la journée des droits des femmes. Au lieu d'offrir des fleurs, l'armée ukrainienne nous envoie des munitions sur la gueule. Ce jour-là, à 8h du matin, ils ont ouvert le feu sur le village de Staromykhailovka, à coups de véhicules de combat d'infanterie, de lance-grenades automatiques et de lance-roquettes anti-chars. Ils ont réussi à endommager quand même 10 habitations dans 2 rues. Je vous montre les photos qui ont été fournies par la représentation de l'RPD au sein du CCCC, donc c'est le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Comme on peut le voir sur la carte d'ailleurs des zones qui ont été touchées, qui a été fournie elle aussi par le CCCC, les maisons qui sont touchées se trouvent en fait les unes à la suite des autres dans 2 rues du village, les numéros se suivent, ce qui indique qu'en fait l'armée ukrainienne a tiré en suivant l'alignement des maisons, c'est-à-dire qu'en fait ils ont tiré
sur la plus proche d'eux, et puis après ils ont continué en tirant un peu plus loin pour toucher un maximum de maisons en ayant besoin de corriger le moins possible leur tir. Hein, voilà, ça a été d'ailleurs confirmé par une habitante qui a été interviewée par mon collègue Andrei Rudenko, qui a dit voilà, ils ont touché la maison plus loin, après ça a été les voisins, puis après ils m'ont touché moi, et après ils ont touché les voisins un peu plus loin. Donc ils ont vraiment fait ça en ligne, quoi. Donc ça déjà c'est un très très mauvais point. L'autre mauvais point sur le plan militaire, c'est que les vidéos montrant du matériel et surtout des pièces d'armement lourds acheminées par le rail côté ukrainien se multiplient. On a eu une vidéo prise près de Mariupol qui montre un train chargé de chars d'assaut. Une autre prise près de Dnipropetrovsk montre de nouveau un train chargé de chars d'assaut mais aussi d'ambulances. Donc tout ça, ça laisse pas beaucoup de doute quand même sur la réalité d'une préparation de l'Ukraine pour une offensive contre le Donbass, parce que si le but c'était juste de montrer les muscles, de faire monter les enchères et de faire peur, ils n'ont pas besoin de déployer autant de pièces d'armement lourd que ce qu'on voit arriver depuis plusieurs semaines maintenant, et surtout, ils n'auraient pas besoin d'envoyer autant d'ambulances. Alors, j'avais un collègue, la journaliste Alexei Yakoutine, qui se voulait assez rassurant, qui disait oui, mais enfin bon, c'est pas la première fois que Kiev envoie une grande quantité d'armes lourdes et intensifie ses bombardements, ce qui est vrai. Mais il a dit l'Ukraine ne lancera pas d'offensive, et l'un des points, pas tous, je ne les énumère pas tous, mais un des points qu'il avait mis en avant en premier, c'était le fait que l'Ukraine n'avait pas déployé d'hôpitaux de campagne. Bon. Alexei, t'as juste oublié que la ligne de front passe pas au milieu du désert de Gobi. Voilà, la ligne de front, elle est située entre plusieurs villes et il y a des hôpitaux dans chacune. Donc en fait, ils n'ont pas besoin d'hôpitaux de campagne, il leur suffit simplement de réquisitionner les hôpitaux civils. Ce qu'ils ont déjà fait plusieurs fois. Voilà, ils ont juste besoin d'ambulances pour transporter les blessés, et puis ces ambulances-là, on les a vues, elles sont sur le train là, qui se trouvait en gare de Dnipropetrovsk, envoyé vers le Donbass. Voilà. Et donc, comme je le disais précédemment, pour cacher le déploiement de toutes ces pièces d'armement lourds près de la ligne de front, l'armée ukrainienne empêche les drones de l'OSCE de faire leur travail jusqu'à provoquer le crash de l'un d'entre eux. Ce crash a eu lieu le 7 mars, près d'Opitnoye. Le drone donc survolait la zone ukrainienne, de la partie ukrainienne de la ligne de front. Le drone, il n'arrivait plus à capter le signal GPS, donc l'opérateur de l'OSCE a essayé de lui faire un virage pour essayer de récupérer le signal, sauf que en fait, le truc était devenu complètement incontrôlable, donc il a essayé de lui faire un atterrissage d'urgence qui s'est terminé par un crash en beauté dans un champ près de Romanovka. Alors, l'OSCE a publié un rapport sur cet incident, et il a conclu en disant que c'était prématuré de tirer des conclusions sur les causes de l'incident. Bon, alors déjà, votre truc s'est craché côté ukrainien. Vous étiez en train de filmer la zone ukrainienne du front. De deux, on sait depuis un bon moment qu'il y a des stations Bukovel côté ukrainien qui servent à brouiller les signaux des drones de l'OSCE, et ces stations Bukovel justement brouillent les signaux GPS, c'est-à-dire ils empêchent le drone de se géolocaliser. Donc bon, et s'il y a une des deux parties au conflit entre les RPD et l'Ukraine qui a besoin de cacher un déploiement massif d'armes lourdes, c'est bien l'Ukraine. Je veux dire, on prend les données de l'OSCE, côté RPD, ils n'ont rien détecté durant la période concernée côté RPD, alors que côté ukrainien, ils ont détecté un bon paquet d'armes lourdes qui étaient là en violation des accords de Minsk. D'accord ? Donc à un moment, il faut un peu rebrancher les neurones. Alors, si vous vous souvenez, bon, c'est pas la première fois que les drones de l'OSCE sont la cible soit de brouillage, soit de tir de l'armée ukrainienne, et que l'organisation cache tout ou partie des faits. Vous vous souvenez qu'en janvier de cette année, ils avaient eu un autre drone qui s'était crashé. Cette fois, ils avaient parlé juste des tirs qu'avaient subis les drones, mais ils n'avaient pas parlé du drone qui s'était écrasé. Alors je me suis posé la question, pourquoi cette fois l'OSCE a mentionné le fait que le drone s'est écrasé ? Donc j'ai comparé leur rapport, et j'ai compris. En janvier, c'était ce qu'ils appellent un mini-drone. C'est-à-dire, c'est des petits quadricoptères, là, que tu trouves dans le commerce pour quelques centaines d'euros. Ça vaut que dalle. Donc ça, je veux dire, s'il est perdu, ça passe au KLM dans la section perte du budget de l'OSCE. Je dirais, ils sont pas à 800 ou 1000 balles près. Voilà, donc ça, ils s'en foutent. Voilà, donc ça, ils peuvent le cacher sous le tapis sans trop de difficultés. Le 7 mars, c'est un drone à longue portée.
C'est-à-dire, c'est un très gros drone, ce sont les fameux camcopters S-100 que on voit sur plusieurs photos de la mission d'observation de l'OSCE, qui s'est écrasé. Alors, c'est un très gros drone qui vaut quand même 400 000 $ pièce. Là, si vous voulez, on n'est pas dans la même échelle rayon perte dans le budget. C'est un peu difficile de cacher le fait qu'il faut que tu rachètes un drone à 400 000 balles. Hein, c'est un peu plus compliqué que de cacher le fait que tu dois racheter un quadricoptère. Hein, voilà. Donc résultat, l'OSCE a été obligé de mentionner le crash dans son rapport, hein, bon, tout en continuant à couvrir l'Ukraine en disant qu'il ne faut pas tirer des conclusions hâtives malgré l'évidence de l'origine du brouillage du signal radio. Donc on a quand même accumulation d'armes lourdes, bombardement intensif sur les zones résidentielles, un drone de l'OSCE qui a été crashé pour cause de brouillage, et si vous rajoutez à ça la rhétorique de plus en plus agressive des officiels ukrainiens comme Kravchuk, hein, qui menace de mesures radicales si la Russie n'admet pas qu'elle est partie au conflit, parce qu'elle n'est pas, hein, je rappelle. Il a aussi sorti que l'Ukraine en avait fini avec les, tenez-vous bien, il y a de quoi rigoler, les compromis et les solutions douces concernant le Donbass. Je ne sais pas quand est-ce que vous n'avez jamais fait de compromis, à part la signature des accords de Minsk, mais ça, vous n'aviez pas trop le choix, hein, parce que c'était ça où on finissait complètement d'exterminer votre armée. Donc, voilà. Donc, non, là c'est du délire. Hein. Et on a eu aussi un conseiller d'Avakov aussi, d'ailleurs, qui a dit que l'Ukraine était prête à mener le scénario de désoccupation du Donbass qui a été élaboré par Avakov lui-même, c'est-à-dire, je rappelle, le chef des néo-nazis ukrainiens. C'est tout un programme, déjà. Hein. Bon, c'est un truc d'épuration ethnique façon scénario croate. Hein, voilà, c'était en gros, la Russie s'en va, et puis nous, on vient, on prend le contrôle de la frontière et on fait ce qu'on veut après. Hein. Dixit le gars, hein, je paraphrase à peine ce qu'il a dit. Bon, je pense que c'est très clair. Hein, bon. Si on rajoute à ça encore la visite d'une délégation de l'armée britannique qui est venue sur la ligne de front voir la situation et puis l'efficacité de l'entraînement des soldats ukrainiens, parce que je rappelle quand même que le Royaume-Uni fait partie de ces pays avec le Canada et les États-Unis qui entraînent les soldats ukrainiens à massacrer des habitants du Donbass. Hein, c'est ça en fait. Hein. Et puis on a eu aussi Zelensky qui a l'air de harceler YouTube pour qu'il bloque les 3 fameuses chaînes TV d'opposition qui donc pour l'instant ne peuvent plus émettre mais qui ont toujours leur chaîne YouTube. Donc Zelensky est en train d'essayer de faire pression sur YouTube pour que YouTube finisse l'opération de censure. Bon, moi quand je mets tout ça bout à bout, si vous voulez, la probabilité d'une offensive ukrainienne est quand même assez importante. Voilà, je vais pas dire c'est du 100%, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup quand même. Hein. Je veux dire, si c'est du faux, c'est bien fait. Hein. Voilà. Surtout que là, ils se sont déjà lancés dans l'opération justification de la future offensive. Hein. Ils ont besoin à Kiev d'une excuse officielle pour justifier de sortir tout aussi officiellement des accords de Minsk. Et donc, pour ça, les officiels ukrainiens nous ont sorti de leur chapeau un nouveau plan de paix. Alors, ça a été d'abord Yermak, le chef de cabinet de Zelensky, qui nous a sorti ce plan de règlement pacifique du conflit de son chapeau. Il nous a sorti que ce plan avait été proposé par l'Allemagne et la France, première nouvelle, et finalisé par l'Ukraine, et qu'il serait conforme aux accords de Minsk. Bon. Problème numéro 1, l'Ukraine et l'évaluation de ce qui est conforme ou pas aux accords de Minsk, ça fait 15. Hein, je veux dire, ça fait même pas 2, ça fait 15. Je rappelle quand même qu'ils nous soutiennent mordicus, que leur feuille de route, qui est contraire aux accords de Minsk à 75%, aux 3/4, ils continuent de nous soutenir que c'est conforme aux accords de Minsk. Bon, déjà là, si tu veux, on part mal. Hein. Déjà, moi, ça me rassure pas sur le truc. Problème numéro 2, c'est que personne n'est au courant de ce plan de paix. Et quand je dis personne, c'est personne. Parce que ni la France ni l'Allemagne qui n'en ont ni parlé, ni publié de texte, rien. D'accord ? Le Kremlin n'est pas au courant non plus. Et les représentations de l'RPD et de la RPL au sein du groupe de contact, eux non plus, ils en ont jamais entendu parler. Donc en fait, à part Yermak, il n'y avait personne qui était au courant. Donc bon, déjà on part très mal.
Donc ça ressemble à un gros fantasme de Kiev, cette histoire. Un fantasme qui semble vouloir utiliser comme justificatif, puisque, après Yermak, c'est Kravchuk qui a embrayé sur cette histoire de plan de paix, en disant que ce dernier sera finalement soumis au groupe de contact trilatéral, et que, en gros, s'il n'est pas accepté, une résistance plus active commencera côté ukrainien, en disant « oui, mais c'est pas une attaque, ça sera de la défense ». Sauf que vous n'êtes pas en position de défense, en fait. Vous êtes en position d'attaque, c'est vous qui attaquez, je rappelle. C'est vous qui bombardez des civils, c'est vous qui accumulez énormément d'armes lourdes près de la ligne de front, et même déjà en 2014, c'est vous qui avez attaqué. C'est vous qui avez tiré les premiers sur la population du Donbass qui refusait le résultat du coup d'état du Maïdan. C'est pas les nôtres qui vous ont tiré dessus en premier. Voilà. Bref. Donc, bon, la déclaration de Kravchuk, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est une tentative lamentable de l'Ukraine de tenter de justifier par avance sa future offensive, en la présentant comme une défense motivée par le fait que la Russie refusera son plan de paix. Plan de paix que moi je soupçonne méchamment quand même d'être juste un copier-coller dans Word de tous les fantasmes que Kiev a déjà exprimés concernant la résolution du conflit dans le Donbass, dans genre sa feuille de route, le plan de désoccupation d'Avakov, et toutes les autres conneries du même tonneau, qui n'ont rien à voir avec les accords de Minsk et qui les violent même, mais à 300%. Bon, une méthode comme ça, c'est juste du chantage et de l'ultimatum. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères de l'RPD, Natalia Nikonorova, qui a rappelé quand même à Kravchuk que son boulot, c'est de négocier pour mettre en œuvre les accords de Minsk, c'est-à-dire le plan de paix signé en 2015. Son boulot, c'est pas de provoquer une reprise de la phase chaude du conflit. Voilà. Quand t'as le chef des négociateurs qui tient des propos comme ça, déjà, c'est pas bon. Je veux dire, tu te demandes ce qu'il fout là. Papy. Et qui dit future offensive dit propagande de guerre, puisque les guerres modernes ne se gagnent plus seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les médias. Là, on a eu les réseaux sociaux et les médias ukrainiens qui ont été mis à contribution, en plus des déclarations des pseudo-diplomates ukrainiens, parce que quand on voit les propos qu'ils tiennent, le terme de diplomate, ça leur va pas trop. D'où l'importance dans les guerres modernes d'avoir ce qu'on appelle des centres d'opération psychologique et d'information, les centres PsyOps, dont j'ai déjà parlé suite à la publication de l'enquête de Vassili Prozorov sur les centres PsyOps en Ukraine. Je vous renvoie vers l'article que j'avais traduit à l'époque. Donc ces centres PsyOps travaillent avec donc, des hordes de bots sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les médias de masse, qui doivent répondre aux ordres du gouvernement et relayer tel un seul homme la propagande belliciste du pays. Ce qui explique pourquoi Zelensky a censuré les 3 principales chaînes d'opposition d'Ukraine, puisque ça aurait risqué de provoquer un petit problème, parce que si les mecs ils commencent à donner de la voix un peu dissonante au milieu de tous les autres médias qui, tels des clones, se seraient répétés les uns les autres, ça aurait risqué de gripper un petit peu le mécanisme. Voilà, la propagande est à bien huiler, faut pas de grain de sable, donc les chaînes d'opposition qui risqueraient d'ouvrir leur gueule et de dire un petit peu trop la vérité, dehors. Pour une offensive médiatique efficace, il faut que pas une seule tête ne dépasse, il faut que tous les grands médias du pays parlent à l'unisson comme des clones. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais qualifié mon article, c'est l'attaque des clones. C'est vraiment ça. Donc il y en a que ça a fait rire, d'ailleurs mon petit montage avec les Stormtroopers sur fond de couleur du drapeau ukrainien. Voilà, c'est du Made in Bibi. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a eu droit vraiment à ce truc-là. Ce qui est en fait l'offensive médiatique qui a été lancée par l'Ukraine il y a quelques jours. Ils ont vraiment fait appel à ça, à des hordes de bots. Donc des bots, ce sont des comptes en fait qui sont dirigés par un ordinateur et pas par un être humain, des comptes sur les réseaux sociaux, que tu peux utiliser pour liker, commenter, poster. Et ils n'ont pas fait ça très, très intelligemment, parce qu'en fait on s'est retrouvé d'un seul coup avec des dizaines de comptes appartenant prétendument à des habitants du Donbass, qui sont mis à poster des messages
presque totalement identiques, mais vraiment quoi. Hein, c'est franchement, je vais vous montrer les screenshots. C'est le personnel du ministère de l'information de l'RPD qui, lors de sa surveillance des réseaux sociaux, a découvert ce déversement massif d'informations par de faux comptes ukrainiens qui postent prétendument au nom de résidents de la République. Et comme on le voit sur les captures d'écran, en un instant, on a des dizaines de bots qui ont diffusé des informations selon lesquelles des mercenaires russes étaient entrés en RPD. De nombreux faux comptes, tels des clones, ont utilisé le même texte en ne changeant que le nom de la ville. Si vous comparez les textes, vous allez voir, c'est exactement les mêmes. Donc en gros, je vous en prends un pour exemple. Aujourd'hui à Chartiorsk, j'ai vu un groupe de durs à cuire en tenue tactique militaire. Ils étaient en train de faire des courses. Il semble que ce sont des membres de sociétés de mercenaires russes. Il y a probablement quelque chose qui se prépare. Je vous épargne la traduction de tous les postes parce que comme je vous dis, ils sont identiques. Il n'y a que le nom de la ville qui change. Vous prenez le même texte, vous changez Chartiorsk pour Donetsk, Novoazovsk, Makeyevka, Starobesheva, Zoukrez, Gorlovka, Snezhnoye, toutes les villes de la RPD y sont passées. À croire que des bataillons entiers de mercenaires russes se sont déployés instantanément dans toutes ces villes et sont tous allés faire leurs courses en même temps. Ce qui est pas possible. Ou alors la Russie a un téléporteur. Je sais pas. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je vais dire, ça c'est de l'opération Psyops ratée. Ça s'appelle faire de la merde. Hein, voilà. Bon, d'autres bots ont relayé des messages un peu moins clonés, mais tous ont posté aux mêmes heures, ce qui indique que là aussi ce sont des faux comptes et pas des vrais humains qui sont derrière. Bon, ça vient dans la droite ligne du début de l'offensive médiatique qui était la préparation par les médias et les officiels ukrainiens qui n'ont pas arrêté de dire que la Russie préparait une provocation dans le Donbass. Et donc on s'attendait à ce que les centres psyops ukrainiens utilisent ensuite ces commentaires bidons postés par des bots ukrainiens pour affirmer donc que des mercenaires russes se sont rendus dans le Donbass et que c'est eux qui vont mener la dite provocation. Et ça a pas loupé. Non mais ils sont tellement prévisibles, je veux dire... C'est assez facile de jouer Madame Irma avec eux. Ça n'a pas loupé. Ces commentaires bidons postés par cette armée de clones ont servi de source à un groupe Facebook pro-ukrainien qui a transformé les mercenaires russes en soldats de l'armée russe. Hein, et ce groupe lui-même a ensuite été utilisé comme source par des médias comme Dialogue.ua, oui, eux c'est les spécialistes, hein, c'est un truc poubelle hein, ce machin, pour affirmer que des petits hommes verts, non, des soldats russes, pas des aliens, sans chevrons sur leurs uniformes, ont débarqué dans le Donbass. Bon, clairement, le lancement de cette offensive médiatique par l'Ukraine, ça montre quand même que les craintes du lancement d'une attaque contre le Donbass semblent être relativement justifiées. Hein. Je veux dire, quand tu commences à lancer ce genre d'opération, c'est que t'as un truc dans ta besace, et que tu prépares un sale coup, on est bien d'accord. Bon... Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus de ces opérations menées par des faux comptes. D'ailleurs, enfin, ils se sont fait débusquer si vous regardez ceux qui parlent russe. Si vous regardez les commentaires sous un certain nombre de posts, il y a des gens qui ont dit « Ah, bah ce compte a posté le même texte à 20 exemplaires partout, c'est un troll ou c'est un bot. » Enfin, les gens ont quand même, se sont très vite rendus compte de la similarité des posts et le fait que ces bots en postaient pas sur un seul endroit mais partout dans la seconde quoi. Donc ils sont fait griller quoi, ces comptes sont fait griller. Je pense qu'un certain nombre d'ailleurs se sont fait ensuite censurer par VK parce que j'ai essayé de retrouver les comptes en question. Mais alors, déjà ils ont pris des noms, t'as 70 000 comptes sous ce nom là sur VK à chaque fois, donc c'est impossible de les retrouver là-dedans. Et j'ai vu qu'un certain nombre de comptes avaient la photo de profil qui indique que le compte a été bloqué ou supprimé. Donc je pense qu'un bon nombre de ces comptes se sont fait cramer tout simplement et ont certainement été dénoncés à Contact qui les a ensuite bloqués. Donc, mais ça vous montre un petit peu hein, les méthodes utilisées par l'Ukraine, des méthodes qu'elle a apprises auprès de ses patrons occidentaux, je signale.
Je vais repasser très vite sur le coronavirus. En RPD, on en est à 26 383 cas, dont 2120 morts. RPL, on en est à 3314 cas et 290 morts. En Ukraine, on en est à 1 451 744 cas, dont 28 158 morts. Voilà. Et ils se font vacciner avec des vaccins qui sont, comme je l'ai dit, assez douteux. Là, le AstraZeneca, il est dans le collimateur. Il y a plusieurs pays européens qui ont suspendu la vaccination parce qu'il y a quand même des gros problèmes qui apparaissent. Là, j'ai vu qu'il y avait une infirmière qui était morte parce qu'elle avait fait des caillots de sang après sa vaccination. Donc ça schlingue, hein, voilà. Alors, je vous disais que j'allais vous reparler par la tangente de l'affaire Navalny. Il a failli se retrouver dans le pendant à Kiev, celui-là, mais comme l'information principale est quand même assez grave, je l'ai gardé dans la partie sérieuse du site rep. Voilà. C'est le député LREM, oui, la majorité présidentielle française, Jacques Maire, qui a été piégé par les fameux spécialistes du prank téléphonique, Vovan et Lexus, encore eux qui avaient piégé Amnesty International. Ils ont frappé de nouveau. Ils ont piégé donc Jacques Maire et l'ont amené à admettre par téléphone que non seulement Paris cherche à démolir la délégation russe au sein de la PCE, donc je rappelle, la PCE c'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais qu'en prime, il a admis que la France possède du Novichok. Oui, donc là l'argument du il n'y a que la Russie qui peut empoisonner les gens au Novichok parce qu'il y a que la Russie qui en a ou qui en a eu, puisque je rappelle que la Russie a détruit tous ses stocks d'armes chimiques et que le processus a été terminé en 2017 sous supervision de l'OIAC, donc la Russie n'a plus de stock de Novichok. Ça tombe à l'eau, puisque là on apprend que la France en possède. Ce que j'avais dit d'ailleurs à propos des analyses de sang d'Alexei Navalny, quand je vous avais dit pourquoi l'Allemagne ne voulait pas divulguer le détail des analyses faites par la Bundeswehr sur les échantillons de Navalny, eh bien parce que tout simplement, pour pouvoir mener ce type d'analyse et identifier de manière fiable le poison, il faut en détenir un échantillon pour servir de comparatif. Ce qui veut dire que l'Allemagne a du Novichok. Que la France, qui elle aussi, soi-disant, a identifié le Novichok dans les échantillons de Navalny, a forcément du Novichok. La Suède aussi. Et ils ne sont pas les seuls. Voilà. Donc, l'histoire de « il n'y a que la Russie qui peut empoisonner avec du Novichok », en fait, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, elle n'est pas la seule à avoir eu ou à avoir du Novichok. Et oui. Donc là, ça fait quand même... Il y a un beau risque de déclencher un joli scandale, sauf si les Russes se bidonnent, en voyant à quel point on a des politiciens qui sont des abrutis. Ils ont fait fort, là, quand même. Donc là, ils se sont fait, en fait, passer Vovan et Lexus pour le vice-président de la PCE, Alexandre Mereshko, qui est donc un député ukrainien du parti de Zelensky. Le faux Mereshko a appelé Jacques Maire pour discuter de l'affaire Navalny et de la réunion qui devait avoir lieu le lendemain et le surlendemain à la PCE pour s'assurer de la position ferme de la France à l'encontre de la Russie sur ce dossier pour démolir la délégation russe, un but auquel Jacques Maire acquiesce totalement. Il explique alors comment il compte s'y prendre à coup de rapports, 2 rapports à publier sur le dossier Navalny, un sur son pseudo-empoisonnement et un sur son arrestation et sa détention. Il explique aussi qu'il veut sanctionner la Russie, mais ne pas aller jusqu'à priver la délégation russe de tous ses droits. Pourquoi ? Parce qu'alors la Russie, là pour le coup, mettrait les menaces de Lavrov à exécution et claquerait la porte de tous ces machins européens. Ce qui priverait l'UE de tout levier de pression sur Moscou, ce qu'admet d'ailleurs Jacques Maire. Jacques Maire te dit, si on fait ça, ils vont partir et on pourra plus rien faire, on pourra pas utiliser le mécanisme conjoint, on pourra plus envoyer des observateurs lors des élections en Russie, etc., etc. Bon, ce que dit pas Jacques Maire, c'est que l'autre argument, c'est que si la Russie se casse, ils verseront plus de pognon. Or, la cotisation de la Russie, c'est pas un montant négligeable.
C'est d'ailleurs ce qui avait poussé la PCE à revenir sur le fait qu'ils avaient privé la délégation russe de son droit de vote. La Russie avait dit, puisque c'est comme ça on paye plus la cotisation, en 2017. Puis au bout d'un moment, la PCE s'est dit, bon, ça nous coûte cher là les conneries, on va arrêter les bêtises. Donc ils avaient réintégré pleinement la délégation russe au sein de la PCE, sous les cris d'orfraie de l'Ukraine. Mais oui, non, mais ça Jacques Maire en parle pas, mais c'est aussi un argument important. Voilà. Et donc ce scénario de voir la Russie claquer la porte de la PCE, la France veut l'éviter. Et donc, ça part là-dessus sur un bon moment de la vidéo, donc ils se parlent en anglais, donc la vidéo est dans l'article, que je vous mettrai en lien dans le sommaire, donc vous pourrez aller regarder pour ceux qui parlent l'anglais. L'anglais d'ailleurs des deux est parfois assez horrible, ils ont fait plein de fautes pour faire la traduction, j'ai dû un peu corriger l'anglais. Le faux Mereshko repart alors sur l'empoisonnement de Navalny pour dire espérer que la France comprend la position de l'Ukraine, que la Russie est coupable, qu'il faut la sanctionner pour ça. Jacques Maire acquiesce totalement. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus scandaleuse. Parce que bon, après avoir dit qu'il n'avait vu aucun élément convaincant venant de la Russie prouvant que ce n'est pas la Russie qui est coupable de l'empoisonnement de Navalny, Jacques Maire admet en réponse au faux Mereshko que la France elle-même possède du Novichok. Donc le faux Mereshko dit oui, mais le problème donc pour la Russie, c'est que la France a analysé les trucs dans son laboratoire militaire et que la France a elle-même du Novichok. Et Jacques Maire lui dit oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc on a un député français qui sait que la France possède du Novichok, mais qui explique que seule la Russie aurait pu empoisonner Navalny avec ce poison. Sauf que, comme je vous dis depuis le début, si la France et d'autres pays l'ont, ça veut dire que ce poison n'est rien une signature des services secrets russes. Voilà, c'est logique, je veux dire. Si la Russie n'est pas la seule à pouvoir produire ce poison, en fait, la liste des suspects, elle se rallonge. Donc l'argument de « il n'y a que la Russie que », non, il n'y a pas que la Russie. Voilà, ça démolit totalement cet argument. C'est ce que je vous dis depuis le début de l'affaire Navalny, je vous avais dit depuis le début. La formule du Novichok est publique depuis qu'un des scientifiques qui avait travaillé sur ce projet s'est barré en Occident, a publié un bouquin sur le Novichok, il a tout détaillé. Donc je vais dire, c'est presque dans le domaine public, je vais dire, voilà. Cet argument-là, il est totalement bidon, c'est juste que Novichok, ça fait bien russe, tu vois. Donc dire qu'il est empoisonné au Novichok, tout de suite, c'est la Russie est coupable. Dans l'inconscient collectif, c'est ça. Bon, alors une fois qu'ils ont obtenu l'information la plus importante, Vovan et Lexus ont terminé, comme d'habitude, en amenant la discussion jusqu'au niveau le plus haut de l'absurdité possible, puisqu'ils ont parlé de remettre via l'ambassadeur ukrainien le fameux caleçon bleu empoisonné de Navalny pour analyse, de le remettre à Jacques Maire. Et le député français a même pas tilté. Il a même pas pigé qu'il s'était fait avoir. Il a accepté cette proposition sans réfléchir 2 minutes. De 1, au côté complètement délirant du fait que l'Ukraine aurait les caleçons de Navalny. Par quel miracle, on ne sait pas. Et puis 2, le fait que ça serait extrêmement dangereux pour lui, de se voir remettre des vêtements couverts de Novichok, parce que si c'est réellement avec ça que l'autre il a été empoisonné, tu manipules pas ça autrement qu'avec une combinaison hazmat. Oui. Oui. Alors, je sais bien que Macron avait dit « Soyez fiers d'être des amateurs », mais là, ça va un petit peu trop loin, rayon bêtise et amateurisme. Là, quand même, il serait temps que les Français se demandent qui ils ont élu, quand même. Parce que là, c'est... Il y a du niveau, niveau connerie, quand même. En tout cas, ce canular téléphonique est quand même très éclairant, à la fois sur l'hypocrisie de la France, parce que là, Macron qui était oui, il faut dialoguer avec la Russie. Ah bah oui, dans le même temps, les députés de sa majorité te parlent du fait que leur but, c'est de démolir la délégation russe à la PCE. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est...
Et surtout, ça éclaire sur les objectifs de tous ces trucs européens vis-à-vis de la Russie. Parce que leur but, en disant, oui, mais il faut pas qu'ils partent de toutes ces institutions, parce que sinon, on perd le levier de pression sur eux, ça montre que l'UE veut pouvoir dicter sa conduite à la Russie via tous ces trucs genre CEDH, APCE, mission d'observateurs internationaux pour les élections, et que pour ça, elle doit la garder à l'intérieur de ces machins. Donc ils veulent la sanctionner, mais pas trop fort, pour pas la pousser à en claquer la porte une bonne fois pour toutes. Alors, moi j'ai une petite suggestion pour les autorités russes. Bon, au vu de la nocivité évidente de ces machins pour la Russie et pour sa souveraineté, et au vu du manque flagrant de bénéfices pour elle de rester dans ces trucs, je pense que Moscou devrait utiliser cet incident comme justificatif pour son retrait de toutes ces institutions de l'UE, histoire d'apprendre une bonne fois pour toutes à Monsieur Maire, à Macron et à tous les autres, là, que 1, la Russie n'est pas une colonie, que 2, c'est pas une vache à lait non plus, et que sa patience a des limites. Hein, puis comme ça, vous vous démerderez avec votre budget, vous compenserez entre les pays européens restants. Hein, voilà. Non, parce que ça va bien les conneries 5 minutes. Hein. Et cette semaine, j'ai 2 pendant ce temps-là à Kiev, donc il semble que Ramzan Akhmatovitch a entendu mon appel, a laissé un petit peu la place aux comiques de Kiev. Je le remercie. Donc on a 2 grands moments comiques. Le premier, puisqu'on parle d'offensive potentielle de l'Ukraine dans le Donbass, j'espère que l'Ukraine comptait pas trop sur son aviation militaire pour ça. Parce que bon, déjà qu'il leur restait plus grand chose après 2014, ils avaient à peine quelques dizaines d'avions en état de voler. Mais là, ils en ont un en moins, un MiG-29. Alors quand on vous dit régulièrement que les soldats ukrainiens sont des alcoolos, qui se droguent, que c'est des nasbrocs, bon, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est de la propagande russe, anti-ukrainienne, gna gna gna. Alors, la source de mon information d'aujourd'hui, ce n'est ni RIA Novosti, ni TASS, ni Sputnik, ni Russia Today, c'est Obozrevatelj. L'un des grands organes de propagande ukrainien pro-Maïdan. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont un capitaine de l'armée ukrainienne qui s'est bourré la gueule. Et je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas comment il a fait. Est-ce qu'il a confondu la piste de l'aérodrome pour le parking ? Mais il a percuté le MiG-29 avec sa voiture. Bon, lui, il a été blessé. La voiture, comme vous pouvez le voir sur la photo, elle est en très mauvais état. Et le MiG encore plus, parce qu'en fait, il a pris feu. Voilà, après la collision, il a flambé. Et le temps qu'ils éteignent l'incendie, l'avion, il est bon pour la casse. Hein, voilà. Donc, ça, c'est un epic fail magnifique. Mais c'est bien, bravo à ce capitaine, ça nous fait un avion de moins qui pourra pas bombarder le Donbass. Hein, voilà, ça c'est bien. Alors, j'espère qu'il compte pas non plus, en termes d'offensive, sur les compétences d'évaluation des forces militaires du vice-premier ministre Alexei Reznikov, ça c'est le 2e pendant ce temps-là à Kiev, parce que ce dernier a sorti une telle énormité dans une interview accordée encore une fois à Obozrevatelj, donc je vous dis, mes sources, ça c'est du 100% ukrainien, voilà. Tout le monde se fout de la gueule de Reznikov ici. Donc, dans le cadre de cette interview, le journaliste demande à Reznikov si la Russie pourrait lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et donc Reznikov se veut rassurant et explique que c'est pas possible parce que, premièrement, la Russie ne serait pas prête économiquement. Je sais pas d'où il sort ça, vu que la Russie est l'un des pays d'Europe à avoir le moins souffert économiquement du Covid en 2020. Même Bloomberg le dit, je vous montre un screenshot, je veux dire, je le sors pas de mon petit cerveau. Je veux dire, en moyenne, l'UE et l'Ukraine ont perdu 2 fois plus de % de PIB que la Russie. Donc, si la Russie n'est pas prête économiquement, l'Ukraine, elle l'est beaucoup moins. Donc c'est pas un argument. Ouais, ok. Le deuxième argument, donc c'est là qu'on rentre dans la partie mathématique du truc, et ça devient débile.
Donc il nous sort, le Reznikov, que l'Ukraine a 500 000 soldats, qui ont servi dans le Donbass entre 2014 et maintenant, et qui ont une vraie expérience militaire. Hein. Donc il te sort, ils savent ce que sent la poudre à canon, ce que signifie le sang et la perte d'un camarade sur le champ de bataille. Vas-y, sors-moi les violons. Et il dit, bon, il faut rajouter à ça les 250 000 soldats de l'armée ukrainienne actuelle, et les 50 000 combattants de la garde nationale, c'est-à-dire les néo-nazis, les mecs qui ont une crampe au bras droit. Et alors après, il nous compare ça avec l'armée russe constituée d'1,5 million de soldats, et nous sort qu'avec une population de plus de 100 millions d'habitants, plus un vaste territoire, ils ne peuvent pas les amener tous à la frontière avec l'Ukraine pour déclencher ouvertement une guerre et envahir notre territoire sous leur drapeau. Alors, soit ce mec est une buse finie, soit il prend ses concitoyens pour des cons finis. Ou les deux à la fois. J'exclus pas. Bon, déjà, on n'est pas juste à plus de 100 millions. La Russie a 141 millions d'habitants. Et l'armée est pas là pour les surveiller façon maton en prison. Hein. On n'est plus à l'époque de l'URSS. En plus, qu'est-ce que vient faire le côté que le territoire russe est vaste ? Parce que, bon, la protection des frontières, c'est surtout le travail du FSB. Ok. Non, c'est déjà pas mal. En plus de en plus du 1 million de soldats d'actifs et non pas 1,5, donc je suppose qu'il a rajouté les forces paramilitaires qui sont effectivement un peu plus de 500 000. La Russie a aussi 2 millions de réservistes. Hein, oui. Donc, qui sont mobilisables assez rapidement. Donc ton calcul, il n'est pas juste. Hein, donc, même si tu comptes tes 1,5 million, tu peux rajouter 2 millions derrière. Hein, voilà. Ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 3, je rappelle que le service militaire est obligatoire en Russie, ce qui fait qu'en réalité, hein, d'après quand même le très sérieux Index Firepower, dans la théorie, hein, la Russie pourrait mobiliser jusqu'à 46 millions de personnes, quand l'Ukraine ne pourrait en mobiliser au maximum que 15. Oui, non, parce que Reznikov aussi est parti dans un délire en mode, oui, si chaque Ukrainien prend une arme pour défendre... quoi. Enfin, je veux dire, enfin, non. Ça, c'est des choses qu'on a vues ici, en 2014, où même des babouchkas ont pris Kalachnikov pour défendre le Donbass. Mais en Ukraine, mon pauvre Alexei, tu peux remballer tes calculs pourris. Tu peux les remballer. Non, ce que, je veux dire... Je dis, le coup de mobiliser tout le monde pour se défendre contre la Russie, je pense qu'un certain nombre de personnes dans la partie sud-est du pays, si tu veux, qui vont plutôt aller acheter des fleurs pour accueillir les chars russes, si tu veux, quoi. Enfin... Bon, vers Lvov, je te dis pas, mais... je pense Kharkov, Odessa... je pense qu'il y aurait quand même un certain nombre... de personnes qui refuseraient d'aller prendre les armes pour lutter contre l'envahisseur russe. Hein, voilà. Donc voilà l'évolution de la situation. On a ce cher Dmitri Gordon, hein, le propagandiste en chef de Kiev, qui a sorti qu'il devrait y avoir un événement important pour l'Ukraine le 15 mars, ce qui a fait dire à certains qu'il venait peut-être de divulguer en fait la date de l'offensive. Je sais pas. Ça me semble quand même très tôt. Les conditions météo sont quand même pas top pour ça. Dans le même temps, et c'est un truc que j'avais discuté avec Xavier Moreau, on est d'accord là-dessus, il en a parlé dans une vidéo qu'il a publiée là, il y a pas longtemps. Le but en fait pour l'Ukraine, c'est pas d'avoir une victoire. Le but c'est d'entraîner la Russie dans le conflit. On le voit d'ailleurs avec les déclarations de Kravchuk, hein, qui veut que la Russie se reconnaisse comme partie au conflit. Ce que l'OTAN veut, c'est que la Russie intervienne officiellement pour pouvoir hurler à la Russie agresseur et pouvoir ainsi enterrer définitivement Nord Stream 2, ce qu'il n'arrive pas à faire pour l'instant. Donc c'est ça le but, c'est-à-dire provoquer un bain de sang pour obliger la Russie à intervenir pour protéger ses citoyens, puisque je rappelle qu'on est maintenant plusieurs centaines de milliers de personnes ici en RPD et en RPL qui ont déjà le passeport russe. Donc je pense que, en fait, tout est possible.
Tout est possible, ou alors il nous prépare un attentat terroriste pour ce jour-là, ou quelque chose. Parce que clairement, il manque de temps. Il manque de temps, comme l'a souligné Xavier. Ils sont dans la merde financièrement. Au niveau du coronavirus, c'est une catastrophe. Les nouveaux variants sont arrivés en Ukraine et sont en train de faire une hécatombe. Et puis la cote de popularité de Zelensky continue de se casser la gueule. Donc, ils ont besoin d'une diversion. Et puis aux États-Unis, ils ont besoin de relancer la guerre parce que la situation chez eux aussi, c'est la merde. Qu'ils ont un président qui se souvient pas ni de qui sont ses enfants et ses petits-enfants, ni même de comment s'appelle son secrétaire à la défense. Le mec est sénile, d'accord ? Donc, clairement, il leur faut une grosse diversion. Il faut essayer d'empêcher Nord Stream 2 par tous les moyens. Et pour ça, comme l'a dit Xavier, ils sont prêts à nous faire un MH17 bis. Donc il faut s'attendre à toutes les saloperies. Moi je m'attends absolument à tout, y compris à des trucs complètement irrationnels, parce qu'en fait les États-Unis comme l'Ukraine ne sont pas dirigés par des gens rationnels, ils sont dirigés par des gens la rationalité, la logique, etc. se sont barrés du cerveau de ces gens depuis très longtemps. Donc il faut s'attendre à tout. Donc on va voir, je ne sais pas si ça aura lieu lundi, j'en sais rien du tout. Mais clairement on se dirige potentiellement de plus en plus donc, vers un scénario de type offensive. En tout cas ça en a tous les signes. La seule chose qui pourrait les empêcher une nouvelle fois, ça serait si la Russie réitérait un gros avertissement comme celui que Vladimir Poutine avait fait à un moment en disant si l'Ukraine attaque, en gros, l'Ukraine va arrêter d'exister en tant qu'État. Ce qui les avait un peu freinés. Mais j'ai l'impression que la Russie en a marre de répéter ses avertissements. Donc on va voir. Mais moi, de ce que je vois, en tout cas, on se dirige vers un scénario d'offensive. Je peux me tromper. Ils peuvent ne pas la lancer pour une raison X ou Y au dernier moment. Mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Donc je pense qu'il faut rester sur nos gardes et puis surveiller la situation la semaine prochaine avec une très grande attention. Je vous rappelle que si vous voulez rester informé en temps réel, Donbass Insider a une chaîne Telegram, je vous encourage à la suivre parce que s'il y a des gros bombardements, s'il y a le déclenchement de quelque chose, ça va être là-dessus que je vais poster en premier. C'est là que je poste des informations que je ne poste pas ailleurs, même sur Facebook ou sur Contact. Donc si vous voulez vraiment rester informé, passez sur Telegram. Je rappelle aussi que Donbass Insider est un média totalement indépendant. Nous avons besoin de l'aide de chacun d'entre vous pour pouvoir continuer notre travail sur le terrain et aussi nos actions humanitaires. Donc je vous renvoie vers la page Nous soutenir sur notre site qui contient le lien vers notre page Patreon et mon adresse email si vous voulez passer par d'autres moyens pour nous soutenir régulièrement ou ponctuellement. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation et d'ici là, portez-vous bien.